Voilà, j'arrête mon prêche, je ne me suis pas minutée, j'en suis désolée. Donc, en tous les cas, on va continuer notre chemin sur, effectivement, ce dépistage, ce diagnostic. Quand il est fait dans les centres hospitaliers, effectivement, on fait un signalement et là, effectivement, on s'adresse au magistrat. Donc, je me tourne vers Madame Bussac, qui est magistrate, coordinatrice de la formation au sein de l'École nationale de la magistrature, et à ce titre chargée plus particulièrement des questions de médecine légale, dont le syndrome du bébé secoué. Je vous laisse la parole. Je ne vais pas vous minuter, promis. Si, vous pouvez, vous devez. Surveillez-moi. J'interviens ici avec une casquette principale qui est celle de la chargée de formation. Je m'occupe de formation continue pour tous les magistrats, donc chargée de diffuser tous les savoirs en matière de syndrome du bébé secoué envers la magistrature, mais aussi comme une ancienne chef du parquet des mineurs de Bobigny et comme quelqu'un qui a rencontré son premier dossier de bébé secoué en 2002 sur mon premier poste, à l'époque où le sujet était quand même moins connu et où l'accès à la littérature médicale était sans doute moins évidente pour un pur juriste, on va dire. Ça m'a donné plusieurs soirées de lecture médicale et peut-être que c'est là qu'est né cet intérêt. Et quelques mots donc pour vous dire qu'on part sans doute, en ce qui concerne la magistrature, d'un peu loin, même si le sujet a toujours été présent. Aujourd'hui, on va commencer par le résultat qui est satisfaisant, puis après je vais remonter un peu. Aujourd'hui, la thématique du bébé secoué, elle est abordée en formation initiale envers... Est-ce que ça résonne? Pardon. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mettre en diaporama, désolée. Non? Oui, ça fait comme ça. D'accord. Donc, elle est abordée en formation initiale pour une grande partie des magistrats, c'est-à-dire ceux qui vont devenir juges pour enfants, juges d'instruction et parquetiers, c'est-à-dire les principaux magistrats qui vont avoir à gérer et à traiter des éventuels bébés secoués au cours de leur carrière. Ça représente, vous allez voir, si ça veut bien, ça représente 55% de chaque promotion qui sort de l'école de la magistrature, qui a eu un temps de formation sur la question. Quand je vous parle d'un temps de formation, on est sur une demi-journée. Sur la question médicale, puisque la question juridique est censée être prise en compte. Alors un 100% serait évidemment idéal, c'est à relativiser. Il y a beaucoup de gens chez nous qui font des métiers très différents et quand on s'occupe de droits de crédit à la consommation ou d'infractions économiques et financières, a priori on ne rencontre pas de bébé secoué dans son travail quotidien. Le deuxième enjeu, puisque les gens peuvent changer de poste ou sortir de promos plus anciennes que celles depuis 2010, c'est la formation continue et c'est donc de former les gens qui sont en poste depuis un peu plus longtemps. Chez nous, les gens ont le droit, j'ai entendu 3,5 pour les médecins, chez nous, les gens ont le droit à 5 jours par an. C'est une formation obligatoire, enfin, les 5 jours sont obligatoires par an. En revanche, chacun a le choix du contenu. Donc, de même que le médecin peut choisir l'antibiotique, quand vous avez dit 3,5, c'était pas oublié. 3 demi-journées, j'avais compris 3,5, excusez-moi. 15 jours, 3,5, bon. D'accord. Nous, c'est 5. En revanche, chaque magistrat choisit son contenu. Donc, de même que le médecin peut choisir les antibiotiques, le magistrat, chez nous, peut choisir les stupéfiants, qui vous arrivent un peu plus souvent. Voilà. Ça met du temps, ce truc, excusez-moi. Et, je suis désolée, je ne suis pas très douée en technique. La première session relative au bébé secoué, entièrement dédiée au bébé secoué, a été créée en 2013. Elle a été reconduite en 2015-2016. Elle sera reconduite en 2017. Elle serait prévue pour 2018. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est arrivé ponctuellement. On a arrêté un an, on a repris. Je pense que c'est devenu une habitude et qu'on n'enlèvera pas si vite du catalogue. Ça vous donne un bref diagramme. Ça vous donne une idée de l'évolution du nombre de magistrats qui ont passé un temps de formation uniquement dédié au bébé secoué depuis 2010. On était sur des hyper spécialistes ou de personnes qui suivaient des diplômes universitaires. Maintenant, on est sur plus de gens. Une formation qui intéresse à la fois le siège et le parquet. Quand vous regardez les premiers chiffres, on était surtout sur des juges pour enfants qui s'intéressaient au sujet. Très peu de parquetiers, c'est eux qui vont lire les signalements médicaux. Donc il était important qu'ils s'intéressent. Aujourd'hui, ils sont à plus d'un tiers de participants, donc qui représentent un peu plus que leur part dans la magistrature, ce qui est plutôt un bon signe.
Voilà. Et chose qui me semble à moi fondamentale, c'est que cette question n'est pas seulement abordée dans la session dédiée, mais dans de nombreuses sessions. C'est-à-dire qu'on essaye de toucher, et je pense que c'est très important en termes de formation, ça a pu déjà être dit, les gens qui spontanément ne s'inscriraient pas à une formation sur le bébé secoué, qui ne pensent pas que ça leur est nécessaire. Donc on en parle, je vous ai mis la liste des sessions, mais on essaye d'en parler alors à des gens qui vont s'intéresser à la médecine légale, mais parce qu'eux s'intéressent plus au meurtre, on va en profiter pour leur en parler. À ceux qui s'intéressent plus aux mineurs en général, on va profiter pour en parler. On en a profité pour en parler aussi aux gens qui arrivaient au parquet, qui arrivaient juge pour enfants. Voilà, on essaye d'en mettre et de faire de la sensibilisation par différents biais. Ce graphique-là, il reprend mon graphique précédent. En bleu marine, vous avez les gens qui ont suivi une formation sur le bébé secoué. Et en bleu clair, j'ai ajouté ceux qui avaient suivi ou subi, je ne sais pas comment il faut le dire, une sensibilisation. Et je pense que c'est un des grands axes en termes de formation pour améliorer, c'est de toucher les publics qui n'ont pas envie d'écouter ou qui ne se sentent pas concernés. Mais, comme vous pouvez voir, même en ajoutant tous ces chiffres-là, vous avez en bleu et en bleu marine tous les gens qui ont suivi une formation ou une sensibilisation au bébé secoué au sein de la magistrature. Autant vous dire qu'il reste tout le public en gris à convertir et à former. Ça fait quand même un gros chiffre et de grandes perspectives pour l'avenir. Donc Anne-Laurent Vanier me posait la question de comment améliorer. Je pense que comment améliorer, on va parler à tous les gens qui sont encore en gris sur l'honnêteté m'obligeait à vous faire un schéma récapitulatif et pas seulement des beaux tableaux qui progressent. Il faut voir ce que ça fait comme résultat. Sur le fond, puisque je vous ai beaucoup parlé de chiffres, donc ça fait 7,2% du corps qui est a priori sensibilisé, sachant que ça fait peut-être un peu plus par des recherches personnelles. Si ça veut bien. Voilà. Les enjeux actuels en termes de formation, je vous disais, le maintien d'une session dédiée qui est actée, qui ressemble un peu à cette journée, mais avec plus de temps, puisqu'on offre désormais 3 jours de formation. On avait commencé avec 2. Le maintien de la sensibilisation, la variété des publics, on le vit aujourd'hui, on le vit à l'ENM, on invite systématiquement dans nos sessions à la fois des médecins, des enquêteurs, des avocats, des administrateurs ad hoc. Je pense que c'est ces échanges-là qui permettent de comprendre les contraintes d'autrui et de ne pas avoir peur des fonctionnements d'autrui. Je pense que c'est fondamental dans nos fonctionnements. Et la variété des supports pédagogiques pour relancer systématiquement l'intérêt. Les gens s'inscrivent aussi à des formations parce qu'un collègue leur a dit que c'était sympa ou intéressant. Donc en matière de bébés secoués, donc ça c'est la variété des publics. En matière de bébés secoués, on a varié les formats. Là, c'est le fameux questionnaire dont vous a parlé Anne-Laurent Vanier, qui a été utilisé en 2013. Comme vous voyez, ça avait donné des résultats intéressants. Je passe vite parce qu'elle en a déjà parlé. En 2014, on a fait une revue entière sur la question qui est disponible et qui est accessible à tous les magistrats. Donc là, on était après le questionnaire pour secouer un peu les idées, on était sur des réponses. En 2016, on a fait le film dont vous avez vu un extrait au début. En 2015 et en 2017, on fait des colloques en association avec France Traumatisme Crânien. Donc associant à la fois des médecins et des magistrats. Et si certains d'entre vous ont des bonnes idées pour 2018, des idées pédagogiques nouvelles pour réveiller l'attention du public, évidemment, vous pouvez venir me voir à la sortie. Pour améliorer la formation, est-ce qu'il me reste 1 minute ou même pas? Allez-y. J'y vais, je suis encore bonne. Oui, d'accord. On n'a pas de problème de temps là. On n'a pas de problème de temps. Alors, un des premiers enjeux en termes judiciaires, il me semble, dans nos formations, c'est effectivement le meilleur repérage des victimes de secouement. Vous allez me dire que c'est le travail des signalants, mais c'est aussi le travail finalement du parquet par les protocoles qu'il peut mettre en place avec les différents acteurs du signalement. Sylvain Barbier-Sainte-Marie vous a parlé des cellules maltraitance dans les hôpitaux qui permettent effectivement de créer de la confiance et de faire un retour vers les signalants de ce que la justice a fait de leurs informations, parce que des fois il y a des incompréhensions puisqu'ils avaient accès à une partie des données et l'enquête a permis d'en développer d'autres et d'en connaître d'autres. Et ce retour est intéressant là et peut-être peut limiter les freins au signalement. Mais il n'y a pas que le signalement SBS lui-même, il y a tout ce qu'on peut mettre en place pour éviter de rater des cas de syndrome de bébé secoué, notamment en ce qui concerne le traitement des morts inattendues des nourrissons et des protocoles qu'on peut mettre en place pour les traiter. C'est-à-dire
à la fois pour les prendre en charge sans traumatiser toutes les familles et se mettre forcément, pour dire les choses vulgairement, à découper tous les enfants qui décèdent sur un département donné, et en même temps pour mettre en place avec les hôpitaux, avec le centre référent, avec l'hôpital qui est référent en matière de mort inattendue du nourrisson, un protocole qui permette de s'assurer qu'à aucun moment un enfant qui serait décédé de violence familiale passe inaperçu avec un système de signalement à différentes étapes, c'est-à-dire qu'on protocolise les gestes qui sont faits, les prélèvements qui sont faits, les examens qui sont faits, et à quel moment l'hôpital signale à l'autorité judiciaire, parce qu'il y a un élément qui suppose de passer non plus d'investigation clinique avec éventuellement une autopsie médicale, mais qui suppose de passer dans un cadre médico-légal d'enquête avec une autopsie légale. Et ça, c'est le genre de choses, si le parquet ne le fait pas, d'aller protocoliser, si l'hôpital ne le fait pas, on peut rester sur des enfants qui passent entre les mailles du filet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de donner évidemment les pistes judiciaires utiles. Alors, les réponses judiciaires utiles, pour ça, il y a un premier point qui est l'identification des experts, qui est très compliqué pour les magistrats. Donc, on fait venir régulièrement des experts à nos formations, mais on a beaucoup d'experts parisiens quand même, et on a des magistrats qui sont disséminés sur tout le territoire national, et à Aurillac, il peut y avoir un bébé secoué aussi. Ça, c'est un vrai point d'intention et un vrai point complexe de formation pour améliorer la prise en charge sur tout le territoire national. Ce qu'on donne aux magistrats quand ils repartent de chez nous, c'est des trames de mission d'expertise ou de réquisition pour orienter leurs légistes sur place, même non spécialistes. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution, mais c'est une question que je pose, c'est est-ce qu'on pourrait, d'une manière ou d'une autre, d'avoir une estampille, un référentiel. Voilà, la question est ouverte, mais elle aiderait beaucoup de magistrats. Et juste l'effet d'une expertise mal faite, disons que c'est éventuellement compatible avec un jeu, comme j'en ai vu dans certains dossiers, il est catastrophique sur une cour d'assises. C'est-à-dire que judiciairement, vous ne vous en sortez pas. Voilà, donc ça c'était le dernier point. Et la diffusion des bonnes pratiques, évidemment, qui peuvent être développées à différents endroits. Je me suis perdue, évidemment, dans ce que j'allais dire. Voilà. Le dernier point, je pense que ces formations-là et leur caractère commun, elle aide effectivement au développement de la culture médicale et judiciaire de part et d'autre. Il n'est pas forcément évident pour un magistrat qui sort d'école de savoir que hématome sous-dural plus hémorragie rétinienne, ça veut dire enquête. Donc si les magistrats comprennent et décryptent ces mots rapidement, on ira plus vite pour lancer les signalements. De même, si les médecins n'oublient pas de mettre en bas de leur signalement que ça évoque un bébé secoué, ça fera peut-être tilt plus vite dans la vie des magistrats à la permanence. Et je pense que c'est ce genre d'incompréhension qui peuvent être améliorées au fil de nos formations communes. Je vous remercie de votre attention.